Et j'ouvre notre second débat tout de suite. Vous le savez, on cherche à le décaler le plus souvent possible de l'actualité du jour. Il nous emmène ce soir en Inde. L'année prochaine, le pays deviendra le plus peuplé au monde avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'économie mondiale avec la croissance la plus florissante. Mais qui en profite vraiment? Le Premier ministre voulait en faire la nouvelle usine du monde. A-t-il réussi? Avant d'entendre nos experts sur ce thème, on compare l'un des sons puissants voisins chinois avec Quentin Calmet. Septembre 2022, Apple présente le dernier modèle de son téléphone Star. Avec une nouveauté de taille, cet iPhone haut de gamme sera produit en Inde. La première fois que la fabrication d'une nouvelle génération de smartphones est fabriquée hors de Chine. Et un symbole pour le sous-continent. L'Inde devrait connaître en 2022 le plus fort taux de croissance au monde, à 6,8% selon le FMI. Le pays connaît un rythme 2 fois supérieur à la moyenne des autres pays. Des performances qui font rêver et pourquoi pas doubler un jour son voisin chinois. Là, c'est un redémarrage de l'économie indienne, effectivement, après l'effet Covid. Encore une fois, c'est 2 fois plus que la Chine. En 2022, évidemment, c'est historique. Malgré tout, on reste sur une base de départ qui n'est pas la même. Si on compare avec la Chine, le PIB chinois est plus de 5 fois supérieur au PIB indien. L'Inde profite aussi du relatif désengagement des industriels en Chine. Le pays est empêtré dans la crise sanitaire de sa stratégie zéro Covid. Ces derniers mois, les investisseurs se sont désengagés des marchés chinois, en partie au profit de son voisin indien. Pour autant, les défis à relever restent immenses pour le pays. Ça reste un pays qui a encore une partie de la population qui est pauvre, extrêmement pauvre. L'indice multidimensionnel de pauvreté en Inde place ce pays au 132e rang mondial. Encore une fois, si on compare avec la Chine est au 79e rang. Donc, il y a encore de gros efforts à faire. L'Inde fait face à d'importants défis à court terme, inflation, chômage des jeunes ou encore des importants coûts de sa facture énergétique, le tout dans le contexte du défi climatique mondial qui touche particulièrement le sous-continent. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce débat consacré à l'Inde. Ingrid Tervat, bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'Inde, journaliste, docteur en sciences politiques. Christophe Jaffrelot, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'Inde. Jean-François Huchet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur d'économie, spécialiste de la Chine et président de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Rebonsoir Mathieu. Je vais commencer, pardon, mais en allant pour des grands spécialistes comme vous allez dire oh là là, on est dans les clichés, mais je vais reprendre 3 mots qui reviennent peut-être le plus souvent, et je pense que ça sonnera aux oreilles de nos téléspectateurs quand on parle de l'Inde: pauvreté, caste et démocratie. Je voudrais commencer par là, Ingrid Tervalt. Est-ce que l'extrême pauvreté qu'on associe à l'Inde, est-ce que c'est toujours la réalité de ce pays aujourd'hui? C'est très difficile de parler en termes absolus de l'Inde. C'est tellement grand, c'est tellement varié. Mais même dire ça est déjà un cliché. À vrai dire, il y a une classe moyenne très importante qui représente un marché d'ailleurs pour nos entreprises très, très attirant. Et puis il y a aussi des super riches. Il y a le développement d'une oligarchie en Inde ces dernières années notamment qui s'est encore plus enrichi à un rythme encore plus effréné qu'avant. Donc il y a une extrême richesse, il y a une classe moyenne importante et il y a aussi beaucoup de pauvres évidemment. Donc on ne peut pas associer l'Inde aussi simplement que ça à la pauvreté. Christophe Jaffrelot, les castes, la constitution de l'Inde interdit la discrimination fondée sur les castes. D'accord ? Vraiment, je suis sur la base. Mais est-ce que c'est toujours aussi important dans la structuration du pays? Ça reste très important. Alors, il y a d'ailleurs une superposition, quand même, une coïncidence quand même entre caste et classe. Et pour en revenir, pour redire un mot de la pauvreté, on a quand même eu en 2018, pour la première fois de l'histoire de l'Inde, une augmentation de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté, ce qui est quand même le signe que la pauvreté n'est pas derrière nous. Et parmi les pauvres, eh bien, vous retrouvez les castes les plus basses, les castes intouchables. C'est en fait l'intouchabilité qui est interdite, qui est bannie dans la constitution indienne. Et elle continue à vivre sous le mode du stigmate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des quartiers qui sont réservés aux intouchables dans les villages. Ça veut dire l'idée de l'impureté qui continue à dominer beaucoup de relations sociales. Et puis ça veut dire des mariages qui continuent à être conclus sur la base de la caste. On dit que la caste, elle est particulièrement vivace quand on parle de mariage et quand on parle d'élection, parce qu'on vote aussi beaucoup
en fonction de qui est candidat, de quelle caste sont les candidats. Et alors ça m'amène à la troisième question, Jean-François Huchet. Quand on dit l'Inde, la plus grande démocratie du monde, est-ce que c'est juste? Comment elle fonctionne, cette démocratie? Je pense que ce serait plutôt Christophe qui serait plutôt adapté, mais moi je le verrais plutôt au travers du prisme de la Chine. Voilà, si on compare, c'est ce que j'attendais. C'est une vraie démocratie, c'est-à-dire que depuis le début des années 1950, vous avez des élections, vous avez une séparation aussi des pouvoirs exécutifs, judiciaires, vous avez une vraie société civile qui est très dynamique. Et ça contraste considérablement avec ce que nous retrouvons en Chine, qui est l'autre très grand pays, bien évidemment, où les libertés politiques n'existent pas. Et on en a souvent parlé ici, évidemment. L'Inde est-elle en passe de devenir la nouvelle Chine? Voilà l'angle de ce débat. Un chiffre pour commencer, la croissance prévue pour cette année 2022, selon le Fonds monétaire international, 6,8%. Et les prévisions disent que le produit intérieur brut de l'Inde dépassera celui du Japon et de l'Allemagne d'ici 5 ans. Ça deviendra la 3e puissance économique derrière les États-Unis et la Chine. Ingrid Terwart, est-ce que cette croissance, elle est en trompe-l'œil? Alors là, c'est plutôt à l'économiste qui est à côté de moi que vous devriez adresser la question. Alors allez-y, Jean-François Huchet, comme vous voulez. Non, je crois que la Chine et l'Inde étaient à peu près au même niveau au début des années 1980. Et aujourd'hui, la différence est considérable. Pas uniquement dans les chiffres de PIB brut ou que ce soit de PIB par tête. Le PIB, c'est pratiquement 6 fois. Aujourd'hui, le PIB de la Chine est 6 fois supérieur, 3 fois en termes de PIB par tête. Mais il faut bien voir que ça se décline pratiquement sur tous les indicateurs que vous allez pouvoir rencontrer en termes de puissance économique. Il y a pratiquement 100 fois plus d'autoroutes construites en Chine qu'en Inde, alors qu'il y a un programme d'infrastructure qui est dopé en ce moment par le gouvernement Modi aujourd'hui. Vous avez en termes de génération de production électrique 5 fois plus d'électricité installée en Chine comparé à l'Inde. Donc, vous pouvez prendre pratiquement tous les indicateurs et vous avez une Chine qui a, depuis maintenant 45 ans, complètement déclassé l'Inde sur toute une série de choses. Ça ne veut pas dire que l'Inde n'avance pas. Est-ce qu'elle rattrape, même si cet écart est immense, tel que vous nous le décrivez? C'est la question, effectivement, qu'on peut se poser. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions ratées de la part de l'Inde, on va dire, depuis 20 ans, parce qu'on attend l'Inde au détour avec tous les problèmes qu'on rencontre en Chine, avec l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation des salaires, et puis plus récemment, ce qui s'est passé sur le Covid et l'incertitude géopolitique. On demande en fait à l'Inde de jouer un rôle. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec la fabrication des téléphones chez Apple. On demande à l'Inde de jouer un rôle que la Chine a joué il y a à peu près 25 ou 30 ans. Sauf que ce grand pari sur l'industrie que Modi a lancé il y a quelques années, pour l'instant, n'est pas en mesure de fournir suffisamment d'assurance auprès des investisseurs étrangers pour dire, voilà, on va véritablement partir de Chine pour venir en Inde et produire en Inde et en plus profiter de son grand marché. C'est une question de coût du travail? Non, une question de pas du tout. compétences? Non, c'est une question qui n'est pas liée au coût du travail, c'est une question de capacité à trouver aussi tous les fournisseurs sur le plan local, ce que la Chine est capable de faire. Donc du coup, c'est pas uniquement le coût du travail qui est important. Et puis, très certainement aussi, l'accueil en matière d'investissement étranger. Il y a une bureaucratie qui n'est pas aussi efficace en Inde comparée à celle de la Chine, même si la Chine au démarrage, c'était compliqué. Mais il y a aujourd'hui, dans les provinces chinoises, une habitude, depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, d'accueillir des investissements directs étrangers et puis toute une infrastructure locale qui s'est construite. Et donc, quand vous voulez produire quelque chose en Chine, eh bien, dans un rayon de 500 km, vous allez trouver tous vos fournisseurs. Et ça, c'est un avantage comparatif qui est considérable par rapport à ce qui existe en Inde. Alors, vous évoquiez l'ambition du Premier ministre indien Narendra Modi. Effectivement, on est quelques semaines après son élection. On est le 15 août 2014. Et voilà l'appel qu'il lance finalement aux forces économiques de son pays. Allez vendre n'importe où dans le monde, mais produisez et manufacturez ici.
Nous avons des capacités, du talent, de la discipline et la détermination pour faire beaucoup. Nous voulons offrir des opportunités favorables au monde entier, alors venez et fabriquez en Inde. Christophe Jaffrelot, qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi ce pari n'est pas réussi? Beaucoup de choses. Le pari n'est pas du tout réussi. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui la part de l'industrie dans le PNB décliner. Et on est maintenant à 15% du PNB. C'est-à-dire qu'en fait, on est au même niveau que pour le secteur primaire. Le moteur reste le tertiaire. L'Inde n'arrive pas à remplacer le IT, notamment, les technologies de l'information, comme moteur de son économie. Alors, ce qui a manqué, c'est tout ce que Jean-François a déjà cité, plus les infrastructures qui, sans les ports, les aéroports et surtout les routes et les chemins de fer, qui permettent aussi la circulation des matériaux et de la main-d'œuvre, on ne peut pas développer véritablement le pays. Et quand même, l'autre question, c'est l'adaptabilité de la main-d'œuvre rurale à un travail de type industriel. Ça ne s'invente pas. Passer du travail de la terre au travail de l'usine, c'est quelque chose qui se prépare. Et là, l'Inde paye très cher une sous-éducation qui va très loin. On n'a pas pris le temps d'alphabétiser jusqu'à 1/3 de la population. Et donc, on a ce déficit par rapport au système chinois qui a fait ce qu'il fallait en termes d'éducation, en termes de soins, à sa manière, mais qu'il l'a fait. Et là, on n'est pas dans la même division. L'Inde et la Chine ne sont pas dans la même division. Ce qui rend effectivement très difficile ce qu'on appelait le découpling. On allait découpler, on allait inviter les firmes qui ont investi en Chine à réinvestir en Inde. Ça se passe pour quelques cas particuliers qu'on a déjà cités, mais l'essentiel reste quand même fidèle à la Chine. Les Allemands qui ont tellement investi en Chine n'ont pas du tout commencé à se réorienter vers l'Inde, par exemple. C'est un cas quand même assez emblématique. Et la population, je le disais en titre, 1,4 milliard d'Indiens, c'est le chiffre qui est prévu pour l'année prochaine, et le pays deviendra le plus peuplé au monde. Est-ce que ça, c'est un atout ou au contraire un boulet dans l'ambition du pays à grignoter son retard sur la Chine? Alors, la démographie indienne a longtemps été perçue comme un frein. Et dans les années 2000, on a pensé que ça serait l'inverse, qu'il y aurait une plus-value démographique, puisque l'Inde allait pouvoir compter sur, malgré tout, un nombre important de jeunes éduqués pour travailler dans le tertiaire. Et comme le disait Christophe, l'éducation technique, notamment, n'a pas suivi. On a su construire des universités pour former des ingénieurs. Il y en a trop, d'ailleurs. Mais on n'a pas su construire, mettre en place des écoles pour former des techniciens. Donc finalement, cette dividende démographique, même si elle a existé en termes de population, on n'a pas su en profiter. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une bonne partie de la jeunesse indienne qui est au chômage. Le taux de chômage est extrêmement important. Alors, il est difficilement quantifiable exactement, puisque la majeure partie des Indiens travaillent dans le secteur dit informel, c'est-à-dire l'économie grise, qui n'est pas officiellement enregistrés, et on sait qu'il y a de très nombreux jeunes qui ne trouvent pas de travail et qui n'ont pas les formations adéquates pour pouvoir en trouver. Donc la démographie, là, on voit qu'elle a des limites. Ça veut dire, Christophe Jaffrelot, qu'il y a des plans de dénatalité en Inde aujourd'hui, dans certains États? Alors, il y a un ralentissement de cette croissance démographique qui n'est pas tellement lié à des plans venant de l'État, c'est lié à ce que l'on voit partout ailleurs, l'embourgeoisement. Lorsque vous voulez que votre descendance progresse en termes sociaux, vous faites moins d'enfants pour pouvoir les éduquer. Bon. Donc, on a un ralentissement. Mais on a quand même encore 15 à 16 millions d'Indiens de plus tous les ans. Et donc, il faut scolariser un nombre toujours plus important d'enfants, alors que le budget de l'éducation reste à un niveau abyssal. On est à 6% du budget de l'Inde. Donc là, vous voyez le défi, et ce que disait Ingrid reflète aussi la logique sociale. On a fait des écoles pour les ingénieurs qui viennent des hautes castes. On n'a pas fait d'école pour ceux qui auraient pu passer par un travail manuel valorisé,
parce que justement, ils ne sont pas au sommet de la pyramide. Donc on revient au système de caste dont on parlait tout à l'heure. Il a des influences qui vont jusque-là, sans aucun doute. Ouais. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-François Huchet, puisqu'on est en train d'essayer d'évaluer voilà, les freins à cette croissance, ou éventuellement ce qui pourrait l'accélérer. La politique zéro Covid de la Chine, à quel point ça amorce un mouvement de désamour de certaines multinationales pour la Chine vers l'Inde? Est-ce que c'est un fantasme de journaliste ou est-ce qu'il y a quand même un mouvement qui commence? Non, ce n'est pas un fantasme de journaliste. Je crois que cette alternative indienne, elle est là, présente dans les esprits déjà depuis longtemps. Et je crois que les déclarations de Modi sont là pour le prouver. L'Inde veut jouer une carte en matière d'insertion dans la division internationale du travail. Et d'ailleurs, Modi a toujours, lorsqu'il dirigeait l'État du Gujarat, il s'inspirait beaucoup déjà de la Chine. Et ça a d'ailleurs été au moment de son ascension au pouvoir. Il a utilisé pas mal de recettes chinoises sur les zones économiques spéciales qui avaient été utilisées dans les années 80 en Chine. Le problème, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que quand vous mettez tout ça ensemble, on va dire, les industriels occidentaux se posent vraiment la question de savoir est-ce qu'on peut investir durablement 20 ans, 30 ans dans un pays compte tenu de tous les obstacles qui existent et qu'on vient de citer, des infrastructures, la main-d'œuvre. Et d'ailleurs, il est intéressant d'observer qu'une partie des multinationales ne viennent pas en Inde, mais partent plutôt au Vietnam, en Malaisie, avec des difficultés. Mais c'est plus, je dirais, ils gardent leurs opérations en Chine, mais il y a plus une diversification, si vous voulez, et on réduit un petit peu la part de ce qui existe en Chine. Mais la Chine reste quand même l'endroit, l'usine du monde, et je pense que ça va le rester encore longtemps, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. Et pour l'Inde aussi, d'ailleurs. Sauf véritablement s'il y avait un problème géopolitique majeur avec les États-Unis, bien sûr. Mathieu. J'ai juste une parenthèse, parce qu'on a parlé du Covid en Chine. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Inde? Qu'est-ce que ça a donné, la gestion du Covid en Inde? Je crois que tout le monde se souvient des images de Delhi, notamment, qui était devenu un crématorium à ciel ouvert. Ça a beaucoup choqué, frappé les esprits, choqué les gens, à juste titre d'ailleurs. Le Covid a été quand même très mal géré. Le budget de la santé n'est vraiment pas très important. Il y a un sous-investissement dans la santé publique qui s'est vu. Il y a aussi une façon de contrôler ou pas les populations qui laisse franchement à désirer. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a par exemple renvoyé beaucoup de travailleurs migrants qui travaillaient sur les chantiers ou qui travaillaient comme domestiques dans les familles de la bourgeoisie urbaine. On les a renvoyés chez eux dans les villages du jour au lendemain, créant des mouvements de foule, des mouvements de panique. En plus créant des difficultés financières, en plus des difficultés sanitaires. Donc c'était dramatique sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan sanitaire. Ça montre d'une part une impréparation totale et d'autre part un manque de respect pour les gens. Et alors pourquoi? Parce que ces gens qui se sont retrouvés sur les routes, ils étaient de quelle caste et de quelle classe? Vous vous en doutez bien, il s'agissait d'ouvriers, principalement d'origine rurale et plutôt de basse caste. Et ils ont fait les frais les premiers d'un manque de préparation. Et ensuite, le gouvernement a beaucoup joué sur la carte médecine traditionnelle, méthode un peu méthode Coué, pour motiver les gens. Alors, Modi, par exemple, avait exhorté la population à frapper dans des casseroles pour éloigner le Covid. Enfin, on avait quand même des recettes tout à fait fantaisistes, pas du tout scientifiques, avec un discours ascientifique ou anti-scientifique, limite, avec le recours à des méthodes traditionnelles ou la superstition. Donc voilà comment ça a été géré, et ça a beaucoup frappé évidemment les esprits à l'étranger, mais aussi en Inde. Ouais. Alors je referme cette parenthèse sur le Covid pour rester sur l'intérêt des multinationales, des grands groupes internationaux pour l'Inde. Ces chiffres du cabinet d'études EY, 75% de ces grandes entreprises mondiales comptent investir en Inde dans les 5 prochaines années. Christophe Jaffrelot, oui. Ça veut dire quand même qu'il y a évidemment du business à faire. Oui, on parle d'1,4 milliard d'habitants, ça c'est sûr, mais pas seulement. Non, mais c'est ce qu'effectivement on vous répondra, c'est-à-dire que c'est un marché qu'on ne peut pas ignorer. Ouais. C'est pas pour ça que c'est un marché qui rapporte. Mais
on se présente, ou on se positionne plutôt, en espérant qu'il finira par décoller. C'est un cas assez fréquent. Tous les biens de consommation pratiquement sont concernés. Maintenant, pour en revenir à la question Inde-Chine, une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est que l'Inde dépend de la Chine au plan économique, de façon considérable. Nous dépendons beaucoup de la Chine, et on l'a vu dans la pharmacie, par exemple. Hein. Mais la pharmacie du monde que l'Inde est grâce à ses génériques dépend tout autant des entrants qui viennent de Chine. Et avec le Covid... actifs. Voilà. Ouais. Les principes actifs. Et donc, quand le Covid a eu lieu et qu'on a vu les principes actifs s'arrêter de circuler, eh bien, on a vu, nous aussi, certains des médicaments qu'on importe de l'Inde ne plus pouvoir venir chez nous. 126 milliards de dollars, c'est le montant du commerce entre l'Inde et la Chine. La Chine est le partenaire numéro 1, avec un déficit commercial qui fait la moitié de ce chiffre tous les ans. C'est le plus grand déficit commercial. Donc c'est l'Inde qui est en déficit commercial par rapport à la Chine, hein, c'est bien ça. Comme tout le monde. D'accord. Non, mais juste pour être sûr d'avoir bien compris. D'ailleurs, sur les marchés indiens, sans parler d'industrie pharmaceutique, etc., sur les marchés indiens, vous verrez des biens chinois made in China absolument partout, mais partout. Ce qui montre bien que la Chine est, même pour l'Inde, l'usine mondiale de référence. Oui, mais si, et je reprends ce que vous disiez, si un grand groupe veut lancer un produit, il le lance aussi en Inde, quoi. C'est une évidence. C'est exactement ce que disait Christophe. Quelle entreprise du monde peut vouloir se priver d'un 1/6 de l'humanité? Je crois aucune. Aucune ne peut faire ce pari-là. Ça reste un pari. Ensuite, on dit toujours de l'Inde, et depuis des décennies, que c'est un marché émergent ou que c'est un pays émergent. Simplement, à un moment, il faudrait que ce pays et ce marché émergent. Et on est toujours dans ce processus où on doit voir advenir la puissance indienne, l'infrastructure indienne, le dynamisme industriel. Et on n'y est pas encore. Et il y a une donnée nouvelle qu'il faut aussi mettre en facteur, c'est le protectionnisme indien, qui avait beaucoup diminué à partir de 91, quand il y a eu un tournant de type libéral. On voit le protectionnisme retrouver des couleurs. Alors, il est parfois non tarifaire, hein, il est parfois masqué, c'est des normes très spéciales dans lesquelles il faut rentrer. Il est aussi très lié à un développement récent, qui est le développement d'une forme d'oligarchie. Il y a des oligarques indiens aujourd'hui. Hein. Le 3e homme le plus riche du monde est un Indien, et il était très très loin dans le classement il y a seulement 20 ans. Il est porté par le Premier ministre lui-même. Ces oligarques, ils ne souhaitent pas nécessairement être concurrencés sur leur terrain de chasse par des multinationales occidentales. Et on a vu Vodafone faire les frais du fait que le numéro 1 de la téléphonie ne voulait pas de concurrence sur son terrain de chasse. C'est une nouvelle donne qui mérite d'être prise en compte parce que c'est des risques nouveaux en termes d'investissement étranger. Jean-François Huchet. Et pour compléter ce que dit Christophe Jaffrelot, la Chine essaye de vendre à l'Inde depuis bonne dizaine d'années, voire peut-être même 15 ans maintenant, un accord de libre-échange. Et le patronat indien refuse systématiquement. On a constamment des campagnes anti-chinoises qui sont lancées par les entrepreneurs indiens, justement pour essayer de repousser cette concurrence chinoise qui arrive pratiquement sur tous les produits. Mais le gros du déficit commercial avec la Chine, il porte sur les produits électroniques, électroménagers, voire même plastiques, voire même textiles. La Chine exporte plus de textiles vers l'Inde que l'Inde en exporte vers la Chine. Parce que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Inde, avec plus ou moins au même niveau que les États-Unis. Par contre, pour la Chine, l'Inde représente très peu dans son commerce extérieur. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes rapports de force. Je voudrais qu'on parle du risque climatique, puisqu'on est en train d'essayer d'évaluer les capacités de l'économie indienne à progresser et peut-être à tenir les promesses dont on parle depuis des décennies. Ce risque climatique, Ingrid Tervat, qu'est-ce qu'il représente, notamment sur la question de l'eau? Je pense que c'est une dimension qui est très importante dans ce pays. Juste avant de répondre à votre question sur le changement climatique et l'eau, sur l'oligarchie, vous me posiez la question de la pauvreté. Pour commencer, je vous avais dit qu'il y avait aussi une oligarchie. Effectivement, il y a cette oligarchie qui s'installe, qui s'enrichit à un rythme effréné. Elle a des conséquences
effectivement sur les partenariats possibles, industriels, etc. Mais elle a aussi des conséquences sociales et politiques très importantes. Il ne s'agit pas de expliquer ou comprendre tout ce qui concerne l'Inde au prisme de la possible pénétration de ce marché par des entreprises étrangères. C'est bien plus qu'un marché, l'Inde. C'est aussi une société avec des gens et la présence d'oligarques si proches du pouvoir a des conséquences sur la liberté d'expression, sur les médias qui sont complètement mis sous tutelle. Ça a des conséquences sur des tas d'autres choses que la signature de contrats. Donc c'est quand même important de le dire, parce que sinon on a l'impression que c'est juste un marché. Ça répond aussi à la question sur la démocratie indienne dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Alors sur le risque climatique. Sur le risque climatique, effectivement, l'Inde est un... le climat est un enjeu majeur pour l'Inde comme pour tous les pays, mais l'Inde est un très gros pollueur. Donc, en effet, l'enjeu est très important. Et d'ailleurs, Modi s'empare toujours de cette question, la met souvent en avant, défend des modes des sources d'énergie durables, plus durables, et justement sur le traitement de l'eau, où la France a des entreprises de pointe, l'Inde constitue un marché très très important, et Veolia par exemple est très intéressée par le marché indien depuis bien des années, et ces partenariats sont voués à se développer. Et d'ailleurs, voilà, vraiment Modi veut se positionner comme un leader important sur le changement climatique. Mais je vous repose la même question, parce que, et notamment sur l'eau, parce que vous dites, effectivement, c'est une réalité. Et d'ailleurs, si le pays veut se développer, la question de la pollution liée aux infrastructures qu'il faut construire, etc., elle se pose. Mais bon, c'est peut-être un autre débat. Mais l'Inde est aussi en première ligne sur les dérèglements climatiques et l'effet de ces dérèglements climatiques sur sa capacité à développer son économie. C'est une des parties de l'équation. Bien sûr. Alors vous avez plusieurs variables qui ont beaucoup changé au cours des 15 dernières années. D'abord, le régime des moussons, qui est quand même draconien. Il pleut une fois par an. Alors s'il ne pleut pas d'une manière assez étendue dans le temps, et c'est de plus en plus le cas, les pluies sont violentes et très concentrées. Elles ont des effets de ravinement et on ne peut pas faire pousser les semences. Enfin, vous imaginez bien. Deuxièmement, vous avez des températures extrêmement élevées au printemps. On est passé à 50 degrés dans bien des États. Au mois d'avril dernier, c'était sans précédent. Et alors là, c'est les semences qui grillent en terre. Il n'y a pas que les semences qui grillent en terre. On arrive à des limites même de la survie humaine. Et puis, vous avez le problème des nappes phréatiques. C'est-à-dire que les nappes phréatiques, dans toute une partie de l'Inde du Nord qui était rechargée par les pluies de mousson et par les rivières venant de l'Himalaya, sont en baisse. Le Pendjab, par exemple, le Grenier et Ablé d'ailleurs de l'Inde, a maintenant un énorme problème. Vous avez des puits qui vont jusqu'à 200 mètres. Il faut aller 200 mètres plus loin, plus profond pour trouver de l'eau. Donc il va falloir changer les cultures, il faut arrêter la canne à sucre, il faut arrêter le coton dans certains endroits, c'est très consommateur d'eau. Et il y a un dernier problème qu'il faut garder en tête, c'est que l'Inde, ses fleuves sont largement alimentés par les glaciers himalayens, qui sont en train de fondre à une vitesse très rapide. Et du coup, vous avez des grands fleuves comme le Gange ou la Yamuna qui sont appelés à devenir des oueds, qui sont appelés à n'être remplis que lorsqu'il pleut. Et on les voit d'ailleurs, ces fleuves, hors des saisons de pluie. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes, parce qu'ils ne sont plus alimentés suffisamment dans certains cas. Donc on a toute une série de problèmes qui, avec l'élévation des eaux, cinquième et dernière variable à garder en tête, parce que tous les deltas du Gange notamment, et du Brahmapoutre, Bangladesh, Inde, tous ces deltas vont être inondés. Donc on va avoir des millions de personnes qui vont devoir quitter les lieux où ils cultivent pour trouver autre chose ailleurs. Ça veut dire des migrants climatiques en bien plus grand nombre. Ça, c'est le 21e siècle. Et il ne commence pas forcément en Inde, on l'a vu ailleurs déjà, mais c'est aussi le Pakistan de l'été qui vient de se passer. Évidemment, on l'a vu cet été. Jean-François Richet, un mot là-dessus, ensuite on parle un peu diplomatie et relations franco-indiennes. Oui, juste rapidement aussi, pour ajouter une dimension importante, c'était
revenir par rapport au pari industriel qu'a lancé Modi, vous avez, par exemple, par rapport à tout ce que vient de dire Christophe, sur les carences en eau, par exemple, vous avez des tas d'industries qui ne peuvent pas se développer, l'automobile, les circuits intégrés, enfin, des industries justement très modernes qui sont très consommatrices en eau, et en eau pure. Et donc, ça complexifie considérablement aussi le pari industriel sur lequel Modi joue sa réputation aussi. Allez, on parle diplomatie tout de suite. Je propose à Audrey Vuettas de nous rejoindre. Rebonsoir Audrey. On va parler faire le bilan un peu des rencontres de ces derniers mois entre la France et l'Inde. Oui, alors Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, s'est rendue en Inde en septembre. C'était sa première visite dans le pays. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre Modi en novembre lors d'un sommet en Indonésie. Il faut dire que les dossiers qui rapprochent les deux pays sont nombreux. Alors on pense forcément aux militaires. La France et l'Inde multiplient d'ailleurs les exercices conjoints. L'Inde qui est aussi un formidable marché potentiel pour la vente de Rafale. D'ailleurs, le pays vient d'annoncer que de nouveaux exercices avaient été concluants pour son armée. Ça pourrait évidemment se traduire par des contrats. La France, qui est aussi un partenaire de choix de l'Inde au sein de l'Organisation des Nations Unies, où elle plaide en sa faveur. Écoutez Catherine Colonna. Nous coopérons régulièrement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je rappelle que la France s'est mobilisée, continuera de se mobiliser pour que l'Inde obtienne un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Parmi les divergences, les petits points de friction entre les deux pays, il y a d'abord un gigantesque projet de centrale nucléaire porté par EDF à 400 km de Bombay. Il patine depuis 13 ans et manifestement, il ne semble pas prêt d'avancer. Autre point, l'Inde s'approvisionne en armes et en pétrole auprès de la Russie. Elle a eu du mal à condamner l'invasion en Ukraine. Emmanuel Macron a essayé de faire pression sur l'Inde pour qu'elle fasse elle-même pression sur la Russie, pour l'instant sans succès. Et puis, je rappelle que l'Inde se situe donc en Asie-Pacifique, une zone dans laquelle la France a de gros enjeux stratégiques. Elle y possède plusieurs territoires, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, et donc des territoires maritimes et économiques. Et ces derniers mois, on l'a vu, son influence a été un peu mise à mal avec la crise avec l'Australie sur les contrats concernant les sous-marins. Peut-être que cette relation avec l'Inde, peut-être qu'elle soigne ses liens avec l'Inde dans ce contexte. Merci beaucoup Audrey pour ce bilan rapide des relations récentes entre la France et l'Inde. Ingrid Tervat, je voudrais revenir sur la déclaration de Catherine Colonna, ce siège là au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que c'est un objectif qui est affiché, la diplomatie indienne tourne autour de ça, ou alors est-ce que finalement, c'est pas l'axe central de la diplomatie indienne aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est l'axe central de la diplomatie indienne, mais c'est vrai que ça revient de façon lancinante. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui se joue, en tout cas, entre la France et l'Inde sur le plan diplomatique, c'est ce qui se joue sur le plan stratégique autour de la présence militaire et stratégique, et des contrats de défense. Parce que c'est vrai que l'Inde était alliée de l'URSS pendant toute la période soviétique, achetait à l'URSS des armes, et qu'à la chute de l'URSS, il a fallu diversifier un peu le panier, quoi. Il a fallu aller faire son shopping ailleurs. Alors on est allé faire le shopping aux États-Unis, en Israël et en France. Voilà les trois grands alliés stratégiques de l'Inde, avec qui le pays fait des exercices militaires dans tout l'océan Indien, avec pour but d'affirmer une présence, mais aussi de montrer à la Chine que les États-Unis et la France peuvent s'appuyer sur l'Inde comme contrepoids, contre-puissance contre la Chine, qui, elle, s'est implantée au Pakistan et au Sri Lanka, avec une stratégie dite du collier de perles. Une stratégie un peu d'encerclement de l'Inde. La France, par ailleurs, essaie de vendre plus de matériel militaire possible à l'Inde. On se souvient du cas des Rafales. Les Américains aussi vendent à l'Inde des appareils militaires, et Israël des technologies de surveillance notamment, et il y a beaucoup d'exercices conjoints. Donc voilà ce qui se joue, et voilà aussi pourquoi l'Inde, qui est restée alliée de la Russie sur le plan militaire, ne peut pas condamner, ou ne veut pas condamner aussi fermement que peut le faire la France, par exemple, l'invasion de l'Ukraine. Jean-François Huchet, il y a des enjeux effectivement autour des hydrocarbures russes qui expliquent la position diplomatique de l'Inde depuis le début du conflit en Ukraine?
Oui, parce que l'Inde est très dépendante en matière d'importation d'hydrocarbures et en particulier tout ce qui tourne aussi autour du kérosène, pas forcément pour les avions, mais aussi pour la cuisine de tous les jours, notamment dans les campagnes. Et c'est vrai que, alors, on n'a pas trop de détails sur ce qui se passe actuellement. Y aurait-il des accords en matière de prix sur l'achat d'hydrocarbures avec la Russie, mais on soupçonne ce qui se passe aussi en Chine, c'est-à-dire que la Russie vend à des prix un peu moins élevés qu'elle ne voudrait le faire sur le marché international pour justement continuer à conserver une certaine forme d'influence aussi vis-à-vis de l'Inde. Christophe Jaffrelot, effectivement, sur ces prix, des hydrocarbures russes, c'est quoi? C'est aussi une opportunité pour l'Inde? Oui, en fait, d'un mal sort un bien, entre guillemets. C'est-à-dire que l'Inde, maintenant, importe un quart de son pétrole de Russie. C'est considérable. C'était 2% au tout début, avant la guerre. Donc, on a effectivement un effet d'aubaine qui ne durera sans doute pas. Mais l'Inde résiste aux pressions pressions qui sont parfois assez hypocrites parce que nous sommes assez contents que l'Inde ne vienne pas prendre du pétrole ailleurs. Parce qu'on en a besoin. Et que les cours montraient. Ouais. Donc on est assez hypocrite en la matière. Mais tout le monde, du coup, il trouve son compte, en quelque sorte. Allez-y. Non, la dépendance envers la Russie, elle est quand même très intéressante parce qu'elle elle va au-delà du militaire. C'est-à-dire que l'Inde ne prendra pas ses distances avec la Russie, quelles que soient les pressions que nous exercerons sur elle, sauf si vraiment il y a une agression chinoise et qu'il faut tout de suite avoir un soutien occidental massif. Mais la raison pour laquelle l'Inde ne prendra pas si facilement que ça ses distances avec la Russie, c'est que son idéal, c'est un monde multipolaire. Un monde où il y a le maximum d'acteurs de poids le plus comparable possible, de manière à jouer, comme elle le fait très bien, les uns contre les autres, et ne pas avoir à se lier les mains avec des alliés. L'Inde ne veut pas d'alliés, elle veut des partenaires sectoriels. Avec les États-Unis, on fait ça, avec la France, on fait ceci, avec la Chine, on fait autre chose, mais on fait des choses avec tout le monde. Et ça, c'est une vision du monde qui renvoie à cette image un peu d'empire du milieu. Il faut qu'on s'adapte à l'Inde, et non pas qu'elle s'adapte aux autres. C'est clé dans la psychologie. Alors, à quoi s'ajoute avec le nouveau gouvernement, ça nous ramène à la démocratie, le fait que les valeurs libérales que défend l'Occident ne sont pas sa tasse de thé, et que finalement, avoir dans la Russie un contrepoids à l'ordre international libéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vient pas s'ingérer dans la façon dont on réprime ses propres minorités, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle la Russie est plus durablement, sans doute qu'on ne l'espère, en Occident, un partenaire de l'Inde, et pas que de l'Inde d'ailleurs. Le Sud global, comme on dit, vote plutôt Russie que États-Unis en ce moment. Et c'est peut-être lié aux mêmes questions que celles qui travaillent l'Inde. Mathieu, la place de l'Inde dans la classe politique française, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle est inversement proportionnelle à la taille du pays et à sa population. Franchement, je suis sidéré. Je suis sidéré parce que c'est un pays dont on ne parle jamais. Jamais. J'ai regardé ce qui s'est dit pendant la campagne électorale présidentielle. Très peu de personnes en ont parlé. Il y en a une qui en a parlé, Marine Le Pen, pour défendre lors d'un discours de l'entre-deux tours à Avignon, justement le fameux siège pour l'Inde au Conseil de sécurité. C'est une promesse en forme de cadeau pour Narendra Modi, dont qu'elle idolâtre d'une certaine façon. Il faut dire, c'est cette fascination de l'ancienne présidente du Rassemblement national pour Modi, elle date pas d'hier. Dès 2017, elle avait dit que voilà, il y avait des figures mondiales qui l'inspiraient pour dessiner une nouvelle vision du monde. Vladimir Poutine en Russie, Donald Trump aux États-Unis et Narendra Modi en Inde. Mais pour le reste, c'est le vide abyssal. La dernière fois qu'on avait parlé de l'Inde, c'était dans la campagne présidentielle, c'était en 2017. Quand Jean-Luc Mélenchon faisait ses hologrammes pour dire il y en a un qui a fait ça avant lui, regardez, il s'appelle Modi. Je veux dire, c'est consternant. Vous prenez les discours, on parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle des États-Unis. Ça, vous pouvez trouver des traces de ces pays-là dans toutes les allocutions, dans toutes les interventions de tous les partis. On a même parlé du Venezuela. On s'est s'empaillait sur le Venezuela, est-ce que c'était une dictature ou non? Mais de l'Inde, jamais. Je peux vous donner une autre vision, mais qui est plutôt celle
peut-être de la jeunesse française. Moi, je suis assez sidéré à l'INALCO, puisqu'on enseigne 103 langues du monde entier, et on voit un petit peu les différences d'évolution. Et il y a un pays